virgin pulp of our forests, Thiof is a derivative of pure cellulose welding, a handkerchief eco-essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Thiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Thiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Professeur Joseph Camio, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'accepter de répondre aux questions de Naya TV. C'est avec plaisir. Alors, le Covid-19 au Cameroun, on a franchi la barre symbolique de 5000 cas de contamination avec 5000 cas dépistés seulement pour la journée du 21 mai dernier. Qu'est-ce qui peut expliquer cette résurgence de la maladie, professeur? Alors, au début de la pandémie, comme vous le savez, l'État du Cameroun a mis en place des mesures de riposte. Parmi ces mesures de riposte, on avait toutes les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale, le confinement généralisé, en quelque sorte, l'arrêt des cours dans les universités, l'arrêt des cours dans les établissements scolaires, et les mesures barrières, le port de masque, le lavage régulier des mains, ainsi de suite. Alors, au début, je pense que nous avons bien observé que ces mesures ont eu un effet, en ce sens que l'épidémie, la pandémie n'a pas tout de suite explosé. Parce que, comme les cas venaient de l'extérieur, je dois dire que les autres mesures, c'était la fermeture des frontières. Ouais. Pour que ceux qui sont contaminés dans d'autres pays ne viennent pas au Cameroun pour contaminer sur place. Alors, on n'a pas pu empêcher que l'importation des cas. On a eu des cas qui sont arrivés au Cameroun et donc qui ont commencé à faire de la contamination localement. Ouais. Et les mesures barrières ont permis en quelque sorte de contenir l'explosion de l'épidémie. Et ces dernières semaines, ces derniers jours, on a eu comme une sorte de relâchement de ces mesures barrières avec la reprise des activités. Et donc, je pense que cela pourrait expliquer l'augmentation importante des cas de contamination qui a été observée avec ce nombre important de cas diagnostiqués en un seul jour. Mais il faut dire aussi que, en fait, ceux qu'on diagnostique, ce sont des cas cliniques, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont présenté des signes cliniques et qui ont été soumis au test et qui ont été confirmés comme étant positifs. Ce sont les statistiques que nous retenons. Alors, ça veut dire qu'on peut subodorer qu'il y a d'autres cas qui n'ont pas été pris en compte. Bien et donc sûr. que la réalité pourrait être beaucoup plus alarmante que cela. On ne va pas alarmer, on va parler de la réalité. Oui. La réalité, c'est qu'il y a très sûrement plus de cas que les cas confirmés. Parce que dans toutes les pathologies, nous n'avons pas tous la même physiologie. Nous n'allons pas réagir à cette maladie tous de la même façon. Il y en a qui vont avoir cette maladie, qui ne vont présenter aucun signe clinique, qui vont être comme vous et moi, je ne dis pas que nous ne sommes pas malades, mais en tout cas, apparemment, ils vont présenter aucun signe, qui vont, on va appeler cela
des porteurs asymptomatiques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils vont circuler en communauté, continuer à contaminer les autres, mais eux-mêmes, ils ne vont présenter aucun signe clinique. Donc ceux qui, aujourd'hui, sont dénombrés sont des cas qui présentent des signes cliniques et ensuite qui sont soumis au test et qui sont déclarés comme étant des cas confirmés. Alors, le ministre de la Santé dit que nous entrons dans une phase compliquée de la maladie, mais en même temps, il estime que la maladie est sous contrôle. Quelle est la vérité scientifique sur cette affaire? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? En réalité, le ministre de la Santé a les chiffres qu'on lui apporte. Le ministre de la Santé n'est pas sur le terrain pour faire des études épidémiologiques, pour avoir la réalité de cette maladie. On reçoit des appels sur le 10-15, comme il est conseillé à toute personne qui présente un signe clinique. On prélève et on confirme ou on infirme les cas. Et donc, le ministre de la Santé va recevoir sur l'ensemble des laboratoires où on confirme les cas, le nombre des cas qui ont été confirmés. Et donc, les déclarations du ministre seront basées sur ces cas qui reviennent des laboratoires, qui reviennent du système de santé en charge du contrôle de cette pandémie. Donc, les chiffres qu'il a en sa possession peuvent lui permettre de faire ces déclarations. Mais encore une fois, je voudrais dire que ce que nous avons comme cas, je ne dirais pas que c'est le sommet de l'iceberg, mais ce qui est sûr, en tant qu'épidémiologiste, il ne s'agit pas seulement de cette pandémie, il s'agit de la plupart des épidémies. Quand on ne cherche pas activement les cas, on ne va pas trouver tous les cas. Et nous, en épidémiologie, pour savoir quel est le taux d'atteinte, de pénétration du virus, il y a des études à faire qui sont indépendantes de la façon dont est organisée la riposte. Je ne dis pas que la riposte aujourd'hui est mal organisée, elle est très bien organisée parce que tous ceux qui présentent des signes cliniques, on va les prélever, on fait le diagnostic comme il se doit. Mais en dehors de ce système-là, nous avons proposé, et depuis même le début de cette pandémie, qu'on organise des études communautaires qui vont nous permettre pas seulement de rechercher des cas cliniques, mais également d'examiner la population pour savoir quel est le taux de pénétration du virus, qui est concerné par le virus, qui est en contact avec le virus, pour savoir quel est le nombre de personnes touchées par cette pandémie. Est-ce qu'en termes simples, vous essayez de suggérer une multiplication des tests pour savoir qui est contaminé ou non? Je suggère une augmentation des tests, mais il ne s'agit pas de faire des tests en désordre, parce qu'il faut bien savoir pourquoi on fait les tests. Il est difficilement envisageable de tester tout le monde. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que en cas de pandémie comme celle-ci, nous avons des mesures barrières. Nous avons le confinement. Nous arrêtons les cours à l'université, dans les écoles. Mais si ces mesures étaient accompagnées de la bonne connaissance de la dynamique de la pandémie, ce serait encore mieux. On saurait quelles sont les tranches de la population qui sont réellement touchées par la pandémie. Qui sait quel est le taux de portage chez les enfants qui sont confinés à la maison et qui ne partent pas à l'école? Quel est le taux de pénétration chez les travailleurs? Dans les différentes catégories socio-professionnelles, quelles sont les catégories socio-professionnelles qui sont les plus exposées et qui sont les plus infectées? Et donc tout ça, si on organise une étude épidémiologique telle que nous l'avons suggérée, et j'ai appris aujourd'hui que le Comité national d'éthique nous a accordé la clairance éthique pour pouvoir réaliser cette étude, c'est pas tard, il est encore temps, on peut toujours conduire cette étude pour savoir quel est le taux de pénétration communautaire de ce coronavirus. Alors, vous parliez tout à l'heure, professeur Joseph Kamnio, du relâchement des mesures barrières. Alors, précisément, les cours reprennent lundi prochain. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'avec la réouverture des écoles, qu'il y ait une démultiplication des cas de contamination? Alors, on ne peut pas automatiquement dire que l'ouverture des écoles va entraîner l'explosion de la pandémie. Parce que l'ouverture de l'école s'accompagne de l'insistance sur les mesures barrières.
cette pathologie, cette pandémie, la Covid-19, c'est une pandémie à laquelle nous devons, l'OMS l'a dit, Oui. nous habituer. Oui. Nous ne pouvons pas, à l'infini, suspendre toutes les activités dans tous les pays du monde. Nous devons corriger notre façon de faire et ne pas faire as usual, comme on dit. Oui. L'ouverture des écoles va faire que les élèves vont prendre le transport le matin pour aller à l'école, Oui. vont se retrouver dans des salles de classe pour suivre les enseignements. Alors, dans les écoles, on ne peut pas faire les enseignements comme on avait l'habitude de le De faire. les faire, oui. Le nombre d'élèves dans chaque classe, si on laisse les élèves s'empaqueter les uns sur les autres, je ne dis pas qu'ils sont empaquetés, mais en tout cas, Ah non, ils le sont. 150 élèves, parfois, dans certaines écoles, c'est quand même terrible. Oui. dans tous les cas, on ne peut pas continuer les enseignements comme on avait l'habitude de faire. Ce qui a été dit, c'est que ce sont les classes d'examen qui vont reprendre les enseignements. Oui. Les élèves qui sont dans les autres classes vont revenir en octobre, d'après ce que j'ai entendu. Et donc, nous avons beaucoup plus d'espace dans les écoles. Donc, ce qu'on pourrait suggérer, c'est que la classe de troisième dans un établissement, si on a 4 classes de troisième et que dans chaque classe, on a 100 personnes, que ces 100 personnes n'aillent pas dans une classe. Qu'on les divise par... Qu'on les divise dans les autres classes, puisque Oui. la classe de quatrième ne vient pas, la classe de cinquième ne vient pas. Oui. On pourrait diviser ces élèves dans les classes, donc diviser une classe par 4 par exemple, de façon à avoir moins de 50 élèves par classe. Et aujourd'hui, avec les moyens numériques, pas cher du tout, on pourrait assurer les enseignements dans ces classes d'examen par les mêmes enseignants et qui sont suivis en même temps par les élèves des autres classes, de façon à éviter ce contact et ce foisonnement de trop d'élèves dans chaque classe qui pourrait entraîner des contaminations. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, reprenant un peu ce que l'OMS a dit, qu'il faudrait apprendre à vivre avec la maladie. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement une forme de rhétorique? Vous êtes épidémiologiste, comment vit-on avec un virus? On vit avec un virus qui circule dans la population. Un virus aussi dangereux que le Covid? Aussi dangereux, je dois dire, c'est une maladie mortelle. Voilà. C'est une maladie dangereuse. Comment vit-on dans une société en trimballant des virus un peu partout? On a vécu avec le VIH. Je voudrais rappeler que le taux de mortalité, en tout cas le nombre de morts de Covid-19, n'a rien à voir avec le nombre de morts qu'on a avec le VIH chaque année. Pour l'instant. Pour l'instant, Oui. n'a rien à voir avec le nombre de morts qu'on a avec le paludisme chaque année. Oui. C'est une pathologie qui vient d'arriver, qui n'est pas encore très bien connue, pour laquelle nous n'avons pas de vaccin, pour laquelle nous n'avons pas de médicaments. Et c'est pour ça que la prévention, c'est l'arme que nous possédons en ce moment. Et cette arme, tout le monde possède cette arme. Et donc tout le monde peut combattre cette maladie. La Covid-19, aujourd'hui, si nous décidons tous d'en finir avec cette pandémie, nous pouvons en finir Oui. si chacun participe à la prévention. Lorsqu'on demande de mettre le masque, qu'est-ce que ça nous coûte de mettre notre masque constamment? Qu'est-ce que ça nous coûte de nous laver les mains à chaque instant? On dit de laver 10 fois chaque heure, mais qu'est-ce qui nous empêche de multiplier à l'excès de laver nos mains à chaque fois pour détruire le virus qu'il y a sur nos mains, de nettoyer nos surfaces plus régulièrement que d'habitude, de porter ce masque, de pratiquer cette distanciation sociale. Nous avons des armes pour lutter contre cette pandémie. Il suffit que chacun s'y mette. Personne ne le fera à notre place. L'OMS a dit que nous vivrons avec. Oui, nous allons pouvoir vivre avec si nous respectons les mesures barrières. Sinon, nous allons passer de l'autre côté. Ouais. Si nous refusons de vivre avec la Covid-19, nous allons mourir avec. Et je pense que personne ne voudrait mourir. Chacun doit s'investir sur ces mesures barrières simples qui nous permettra d'éliminer ce virus. Je vous propose, professeur, de prendre une pause pour la publicité et nous revenons juste derrière pour la suite de notre émission avec le professeur Joseph Kamnio. Il est médecin épidémiologiste et puis enseignant à l'université de Yaoundé. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding.
A handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tio of Pocket Handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Voilà, retour dans ce studio pour la suite de cet entretien avec le professeur Joseph Kamnio. Nous parlons du Covid-19 au Cameroun. Alors, vous êtes formel, seules les mesures barrières, la prévention, peuvent aider à sauver des vies au Cameroun aujourd'hui. Pour vous, c'est essentiel. Alors, je dirais que sur la base des connaissances actuelles, nous n'avons pas encore de médicament qui est prouvé comme étant efficace sur la Covid-19. C'est l'état actuel des connaissances. En attendant, il y a plusieurs essais cliniques en cours. Peut-être que d'ici à là, qu'on clarifie la situation de l'efficacité de certains médicaments, mais pour l'instant, nous n'avons pas de médicaments efficaces contre la Covid-19. Alors justement, vous parlez de médicaments efficaces contre la Covid-19. Le Cameroun, aujourd'hui, on doit la vérité quand même de dire qu'il y a autour de 1500 cas guéris de sources officielles. Le ministre l'a annoncé il y a encore quelques jours. Et le protocole thérapeutique qui semble appliqué au Cameroun, c'est une association de la chloroquine et de l'azithromycine. Alors, une étude a été, et c'est une association qui est encore sujet à caution aujourd'hui. Alors, comment peut-on comprendre? D'un côté, on nous dit que près de 1500 personnes ont été guéries en utilisant l'hydroxychloroquine ou alors la chloroquine associée à l'azithromycine, et en même temps, on dit que ça ne soigne rien. On ne comprend plus rien, là. Alors, on doit comprendre. Oui. On doit comprendre que nous sommes là dans une pandémie due à ce virus, le coronavirus, qui va toucher des gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains vont porter le virus et ne même pas manifester. Ce sera des porteurs asymptomatiques. Et il y a d'autres qui vont bien avoir ce virus et vont guérir, même s'ils ne reçoivent aucun traitement. Ce n'est pas tous ceux qui sont infectés qui vont mourir de cette maladie. Il y en a qui vont s'en sortir, avec ou sans médicaments. Donc le fait qu'on donne la chloroquine et l'azithromycine à certains patients et qu'ils guérissent ne veut pas dire que c'est cette association qui les a guéris. Nous, personnellement, depuis une vingtaine d'années, moi je réalise des essais cliniques, c'est-à-dire l'essai de traitement. Parce que tous les médicaments que vous avez à la pharmacie, du paracétamol jusqu'au dernier antibiotique, passent par des essais cliniques. Lorsque nous réalisons des essais cliniques, nous constituons des groupes. Il y a des groupes à qui on donne le placebo. Le placebo, c'est un médicament qui n'a pas de substance active, mais qui ressemble au médicament. Certains patients qui vont recevoir ce placebo vont guérir. Donc, le fait de donner une substance à quelqu'un et qu'il guérisse ne veut pas dire que c'est cette substance qui l'a guéri. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a l'immunité du sujet, il y a les co-infections chez le sujet qui peuvent faire que cette personne guérisse sans que ce ne soit le fait du médicament. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le fait que les gens reçoivent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui guérissent et qu'aujourd'hui,
ont fait des méta-analyses dans ce journal très sérieux de Lancet, De Lancet, oui. qui dit qu'on n'a pas prouvé l'efficacité de cette association. Alors justement, vous parlez d'une revue scientifique fameuse qui s'appelle The Lancet, qui a mené une étude sur l'utilisation de la chloroquine et de l'azithromycine et conclut que cette association est inutile et même dangereuse. Alors, en fait, c'est des chercheurs qui publient dans ce journal. Oui. Nous avons plusieurs chercheurs au Cameroun qui publient dans le même journal de Lancet. Nous-mêmes, nous l'avons fait plusieurs fois. Oui. Mais c'est un journal très sérieux. Oui. C'est-à-dire qu'avant de publier, il y a des reviewers très sérieux qui vérifient la méthodologie, qui vérifient la véracité des résultats avant d'accepter que des résultats scientifiques soient publiés dans ce journal. Qui ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais il y a des chances que ce qui est publié dans ce journal soit proche de la vérité. Alors, il n'empêche que les conclusions de cette revue scientifique sont contestées par d'autres chercheurs. Bien sûr, Voilà. ça va être contesté par d'autres chercheurs, mais dans tous les cas, l'analyse l'a montré. Oui. Les résultats sont là. Mais encore une fois, ce que je dois dire, c'est que le débat scientifique, c'est une chose, la réalité du terrain, c'est une autre chose. Nous n'avons pas le recul suffisant pour la Covid-19 pour déclarer des vérités. Aujourd'hui, la Covid-19 est apparue en décembre 2019. Nous avons un recul de quelques mois. Pour aucune maladie, on ne peut avoir la vérité en si peu de temps, en termes de présentation clinique, en termes de physiopathologie ou en termes de traitement. Il faut du temps pour que les essais qui sont en cours puissent être terminés et qu'on ait des vérités sur les traitements et éventuellement des vaccins. Franchement, professeur Joseph Kamnio, est-ce qu'en toile de fond de cette bataille entre savants autour de ce médicament bon marché qu'est la chloroquine, il n'y a pas également une lutte d'intérêt entre firmes pharmaceutiques? Franchement. Franchement, je crois que ceux qui font la bataille d'intérêt autour des produits pharmaceutiques, les firmes pharmaceutiques, sont des industries. Oui. Investissent sur les médicaments pour ensuite les vendre, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes en face d'une catastrophe. Tout le monde ne va pas être naïf comme moi, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes en face d'une catastrophe qui menace la survie de l'espèce humaine. En ce sens qu'il n'y a aucun médicament, il n'y a aujourd'hui aucun vaccin déclaré efficace contre cette pandémie. Alors, je voudrais bien que les firmes pharmaceutiques, aujourd'hui, se disent il y a un médicament efficace, nous allons combattre ce médicament efficace pour attendre le jour que nous allons développer notre médicament pour le vendre et gagner de l'argent. Je voudrais voir la tête de cette personne qui, aujourd'hui, combat un médicament efficace contre la Covid-19, le temps de développer son propre médicament. Le capitalisme est parfois cruel, hein, Le professeur? capitalisme est parfois cruel, Oui. je veux bien croire, mais en tout cas, je voudrais voir la tête de cet industriel aujourd'hui qui entretient les décès de la Covid-19 pour attendre le développement de son médicament. Mais encore, il faut le dire, le développement des médicaments ne se fait pas en 2 jours, n'est-ce pas? Et nous avons tous suivi les débats entre firmes pharmaceutiques et États. Nous avons suivi ce débat Sanofi, États-Unis, France. Sanofi, France. France, oui. Le directeur général de Sanofi avait déclaré à un moment que les États-Unis ont tellement investi sur le vaccin Oui. que si ce vaccin sortait aujourd'hui, Ce sera les d'abord pour les États-Unis Américains, seraient prioritaires en termes de livraison de ce vaccin. Mais je crois que l'État français a rattrapé le directeur pour dire que face à cette pandémie aujourd'hui, on ne pourrait pas encore parler de l'investissement sur le vaccin. Il y a une situation de catastrophe généralisée. Si un vaccin était découvert aujourd'hui, il serait mis à la disposition de tous ceux qui ont besoin pour survivre à cette pandémie.
Ouais. Alors, revenons un peu sur le continent africain où des solutions, heureusement, endogènes sont en train d'être trouvées ou alors essayent d'être trouvées pour sauver des vies du Covid-19. Il y a le Covid Organics des Malgaches. Au Cameroun, nous avons Monseigneur Samuel Cléda qui jure qu'il soigne des patients du Covid et d'autres médecins même qui déclarent avoir trouvé des médicaments. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que la communauté scientifique regarde cela avec quelques dédain, en même temps que l'OMS. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, question, je ne dirais pas difficile. Il y a plein de solutions qui sortent d'Afrique, qui sortent des scientifiques africains. Ce n'est peut-être, on ne communique pas autant par rapport aux solutions qui sortent de chez nous, mais je ne voudrais pas passer dessus sans vous dire que en une vingtaine d'années que nous travaillons dans le domaine de la recherche, nous avons contribué de façon significative à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous avons eu des solutions ici au Cameroun qui ont été utilisées dans plusieurs pays, des solutions qui sortent du Cameroun, des solutions qui sortent de nos travaux et qui ont permis de résoudre. Je ne voudrais pas revenir dessus, mais nous avons parlé ces dernières semaines de la stratégie Test and Treat pour lutter contre l'onchocercose dans les zones d'endémie de l'Oise, où avant on avait des effets secondaires. Nous avons pu prévenir ces effets secondaires par la stratégie Test and Treat. C'est une stratégie qui a été développée ici, chez nous, au Cameroun. À l'université, nous avons plusieurs scientifiques qui ont énormément travaillé sur le paludisme, qui ont énormément travaillé sur plusieurs maladies. Donc, on ne va pas dire que pour une fois, l'Afrique va contribuer à la résolution des problèmes de santé. Les scientifiques africains travaillent dans plusieurs laboratoires au monde et travaillent sur des méthodes diagnostiques, travaillent sur des vaccins, travaillent sur des médicaments. Donc, ce n'est pas pour une fois. C'est la suite logique si la solution contre la Covid-19 devait sortir d'Afrique. Mais seulement, nous ne devons pas faire semblant. Nous devons faire l'art comme l'exigent tous les arts du monde. Vous savez, un bon menuisier sort de la formation de menuiserie pour faire des meubles que toi et moi, nous allons apprécier. Ils sont formés pour, ils travaillent pour, et on voit les résultats. Le médicament, je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir un médicament et soigner, il y a des étapes pour que nous déclarions, en tout cas que la communauté scientifique accepte le médicament comme tel. Il ne s'agit pas d'Afrique, il ne s'agit pas d'Europe, il ne s'agit pas des Amériques ou d'Asie, il s'agit de la façon dont nous pouvons développer un médicament et qui est accepté pour que toi, tu le prennes et que moi, je le prenne quand je suis malade. Que je n'ai aucun doute, que j'ai l'assurance que ce médicament va me soigner, il ne va pas me faire du mal. Jean Bruno. Est-ce que toi, en sortant là, tu vas tomber sur quelqu'un qui te donne une potion en disant « cette potion va te soigner » que tu prennes et que tu avales comme ça sans te demander « mais qui a déjà bu ce médicament? Est-ce qu'il a eu mal? Combien de personnes ?» Mais quand un prêtre, on ne va pas juger de la moralité de Monseigneur Samuel Cléda, mais quand Samuel Cléda dit au moins 1500 personnes sont venues chez moi presque mourant et sont reparties avec le sourire une fois qu'ils ont bu mon médicament, il faut encore quoi pour qu'on prenne au sérieux le médicament du Monseigneur Samuel Cléda? Par exemple, j'aurais pu citer quelqu'un d'autre. Qui suis-je pour juger Monseigneur Samuel Cléda, le prélat? On le jugera. Ce que j'ai appris, c'est que Monseigneur Cléda, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à travailler sur la pharmacopée traditionnelle. Tout à fait. Il a déjà un certain niveau d'expérience dans ces médicaments qu'il utilise pour soigner les gens. Mais seulement, pour ce qui concerne la Covid-19, ce n'est pas parce qu'on a soigné 1500 personnes qu'on peut déclarer que ce médicament est dorénavant efficace. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris. Moi, je ne parle pas de moi, mais les scientifiques, tous les scientifiques avec qui nous travaillons
ont eu en moyenne une quinzaine d'années de formation pour travailler dans le domaine de la recherche. Parce que c'est un domaine difficile, c'est un domaine où il faut posséder plusieurs segments pour travailler. Il ne s'agit pas seulement de médicaments. La maladie, telle qu'elle se développe, il faut la comprendre. Il faut comprendre le germe, il faut comprendre le fonctionnement du germe, avant de savoir les segments sur lesquels on peut agir pour détruire le germe. Ouais. Alors, il y a un gros débat autour, effectivement, de la capacité des Africains ou non, de la condescendance du monde occidental vis-à-vis des solutions qui viennent d'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure d'essais cliniques, de procédures pour qu'un médicament soit homologué. Expliquez-nous mieux ce mécanisme d'homologation des médicaments, professeur. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un médicament soit déclaré comme tel qu'il soigne? Alors, le développement d'un médicament, pour ce qui concerne la science classique, commence au laboratoire. Si nous voulons soigner un virus, nous suspectons qu'une substance, puisque nous parlons de la COVID-19, si nous suspectons qu'un médicament est efficace contre le virus, on va d'abord prouver l'efficacité de ce médicament in vitro. C'est-à-dire qu'on va avoir un milieu de culture dans lequel on culture ce virus et on va déposer sur le milieu de culture une substance qui va empêcher à ce virus d'évoluer normalement. Là, on va voir que in vitro, ce médicament tue ce virus, l'empêche de se développer. Ouais. Après que nous ayons montré in vitro l'efficacité, nous allons passer à l'animal pour voir si ce médicament n'est pas dangereux. Si un médicament tue le virus et tue le premier animal à qui on le donne, il est évident qu'on ne pourra pas passer à l'homme. On va vérifier chez l'animal que ce médicament n'est pas dangereux, ne va pas tuer l'animal. On va donner à plusieurs doses pour voir les doses létales et voir les doses qui ne modifient pas la physiologie de l'animal, qui ne modifient pas la descendance de l'animal, parce qu'il y a des médicaments qui entraînent des malformations. Donc on va faire tous ces tests pour montrer que ce médicament n'est pas dangereux chez l'animal. Lorsqu'on a fini cette phase préclinique chez l'animal, on va passer à l'homme sain. On va donner ce médicament à un homme sain et regarder la physiologie de cet homme sain, puisqu'on a l'assurance que ce médicament ne fait pas de mal à l'animal, parce que l'homme a à peu près la même physiologie, la même biochimie que l'animal. Et donc, lorsqu'on a prouvé, on peut maintenant donner ce médicament à l'homme. Et on va donner ce médicament à l'homme sain. Et mesurer les paramètres et voir si ce médicament ne modifie pas les paramètres chez l'homme sain. Lorsqu'on a traversé cette étape, on va donner le médicament à l'homme malade et mesurer chez les premiers malades pour voir si ce médicament guérit. Lorsqu'on a traversé cette phase de quelques malades guéris par ce médicament, on va passer à la phase, je n'ai pas cité les phases, mais il y a la phase 1 qui est l'homme sain, la phase 2, les premiers essais d'efficacité de médicaments, ensuite la phase 3 qui est la phase de groupe comparatif. C'est-à-dire qu'on va comparer le médicament soit à un placebo, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une substance inactive, lorsqu'on le peut, pour une maladie qui n'est pas dangereuse. Mais pour une maladie qui est dangereuse, on va le comparer à un médicament qui existe déjà. Et on va comparer l'efficacité de ce médicament par rapport à un médicament existant ou alors par rapport au placebo. Et on va avoir des groupes qui sont tirés au sort pour allouer les patients soit au groupe de ce nouveau médicament, soit au groupe de l'ancien médicament ou au groupe placebo. Et sur le plan statistique, on doit montrer que ces médicaments est au moins équivalent à un médicament existant ou alors à une efficacité supérieure au médicament existant. Oui. Lorsque nous avons travaillé cette phase 3, on peut obtenir l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut déjà déclarer ce médicament efficace. Je dois dire que les essais de phase 3 ne se font pas sur un seul site. Oui. On va faire ça sur plusieurs sites, dans plusieurs pays, et on va mettre ensemble ces résultats, confronter l'ensemble de ces résultats, présenter aux autorités. Oui. C'est-à-dire que pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché au Cameroun, en France, aux États-Unis, on a besoin de la même paperasse, des essais chez l'animal, des essais chez l'homme sain, des essais chez les premiers malades, ces groupes comparatifs pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Lorsqu'on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, on va passer à la phase 4,
qui est la phase de surveillance du médicament chez les populations. Parce que ce n'est pas parce que pendant les phases 3, qui concernent quelques milliers de personnes, on n'a pas eu d'effet indésirable, que ce médicament va être donné à des millions de personnes sans effet indésirable. Donc, on va passer à la phase 4, qui est la phase de surveillance des effets indésirables. Donc, il est très, très difficile pour un médicament d'arriver sur le marché. Ben oui. Mais même sur le marché, il est difficile d'y rester parce qu'il faut montrer patte blanche qu'on n'a pas d'effet indésirable avec le médicament. Il y a des médicaments, vous avez suivi en France, des médicaments qui étaient sur le marché, qui sont étaient retirés. sortis du marché à cause des effets secondaires. Ouais. Alors, oui, allez-y, professeur. Oui. Je voudrais dire que ce que je viens de vous raconter ne se fait pas en 2 mois, ne se fait pas en 3 mois. Ça va se faire en une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Une moyenne de 12-13 ans. Mais pour la Covid-19, personne n'a jamais demandé de faire un développement classique comme ce qu'on est en train de voir. Pour des pandémies, pour des épidémies, pour lesquelles il n'y a pas de médicaments, il y a des voies rapides qui peuvent permettre de développer des médicaments. Et on l'a vu avec Ebola, où très rapidement on a développé des médicaments, très rapidement on a développé des vaccins. Avec la Covid-19, on peut également, et on est en train de développer des médicaments avec cette voie rapide qui va permettre de développer des médicaments pour la Covid-19. Mais sur le plan statistique, je dois rappeler, pour tous ceux qui déclarent « nous avons un médicament efficace », qu'il sera relativement difficile de démontrer l'efficacité d'un médicament sur une maladie qui a un taux de mortalité d'à peu près 0,5 à 2%. C'est-à-dire pour montrer la différence entre son médicament et ceux qui ne prennent pas le médicament, alors que le taux de mortalité est si faible, avant de clamer l'efficacité d'un médicament sur la Covid-19, il y a quelques études à faire, bien montées pour déclarer l'efficacité d'un médicament sur la Covid-19. Alors, la procédure d'homologation ou alors de mise sur le marché d'un médicament tel que vous la décrivez, elle est assez longue et fastidieuse. Je comprends que c'est pour cela qu'aujourd'hui, les prédictions les plus optimistes annoncent un vaccin pas avant le début de l'année prochaine. Alors, un vaccin ou un médicament pas avant le début de l'année prochaine. Pas avant le début de l'année prochaine, mais même si en début d'année prochaine on avait un vaccin ou un médicament contre la Covid-19, ce ne serait pas la voie classique de développement du médicament, puisque je vous ai dit... Ce serait une voie exceptionnelle. Ce serait une voie exceptionnelle, comme on a vu avec Ebola, où on traverse des étapes plus rapidement qu'avec la voie classique, parce qu'on est capable de cultiver le virus en laboratoire, on est capable de regarder les segments stables, de regarder les segments antigéniques qui peuvent permettre de développer le vaccin. On peut très rapidement tester ces vaccins, tester leur antigénicité, tester la production des anticorps contre le virus, très rapidement pour avancer dans la mise au point du vaccin ou des médicaments. Alors, professeur, est-ce que le problème chez vous autres scientifiques, ce n'est pas un peu ce dogmatisme scientifique-là qui fait que vous ne soyez pas un peu souple en ce qui concerne la médecine traditionnelle? Vous parliez par exemple des essais sur les souris, les animaux et tout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de praticiens capables de tester quelques écorces sur les souris avant de pouvoir les conseiller aux êtres humains. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un protocole qui soit différent, qui ne soit pas le même pour la médecine moderne et la médecine traditionnelle? Absolument. Voilà. Et j'ai suivi des personnes dire que l'OMS protège l'industrie pharmaceutique et ne veut pas de médicaments africains. Mais je dois dire qu'à l'OMS, il y a une grosse direction sur la pharmacopée traditionnelle qui a développé les procédures de développement des médicaments de la pharmacopée traditionnelle. Et nous avons des médicaments traditionnels améliorés qui ont suivi la procédure de développement de médicaments de cette voie et qui aujourd'hui sont sur le marché et aident à la guérison des patients. Ce que nous disons, n'est-ce pas, c'est que nous sommes en face d'une pandémie et nous demandons à toutes les populations de tout faire pour se prémunir de la contamination par rapport à ce virus. Clamer tout haut des médicaments dont personne n'a jamais montré l'efficacité peut laisser transparaître que nous avons les moyens de soigner cette pandémie. Et donc, chez les populations, ils vont sentir comme un soulagement et se relâcher par rapport à la prévention. Alors que nous n'avons aucune preuve de l'efficacité de ces médicaments.
de grâce qu'on continue à essayer ces médicaments de la pharmacopée traditionnelle, mais qu'on ne tempête pas à tous les toits que nous avons découvert un médicament comme la COVID-19, alors que personne n'a la preuve de l'efficacité de ces médicaments. Il ne s'agit pas d'une guerre scientifique contre médecine traditionnelle, puisque nous avons tous vécu auprès de ces guérisseurs traditionnels. Nous n'avions pas l'expérience que nous avons aujourd'hui, mais nous avons vu des frères et des sœurs aller auprès de ces guérisseurs traditionnels et trouver guérison. Oui. Mais il s'agit de pouvoir démontrer l'efficacité et surtout sans faire trop de publicité pour mener les gens à la dérive et laisser exploser cette pandémie. Je rappelle, professeur Joseph Camniot, je l'ai dit en introduisant cette émission, vous êtes épidémiologiste, vous êtes également directeur du Centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales. Alors, quand on parle de maladies tropicales, quelles sont-elles? Sur quelles maladies tropicales travaillez-vous? Alors, jusqu'à présent, nous avons travaillé sur un groupe de maladies qui s'appelle maladies tropicales négligées. Oui. Ces maladies tropicales négligées incluent l'onchocercose, incluent les vers intestinaux, qu'on appelle encore Soel-Transmittel-Hellman, la schistosomiase, l'ulcère de Burili, le pian, la lèpre. Ça c'est les principales du groupe des maladies tropicales négligées. Nos recherches ont été focalisées sur les filarioses. Oui. Et le travail sur les filarioses a consisté au Cameroun à faire la cartographie de ces endémies. Où est-ce qu'on retrouve ces endémies pour développer les moyens de lutte contre ces endémies. Et nous avons également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaillé sur le développement des médicaments contre ces maladies tropicales. Oui. Parce que ce sont des maladies qui existent chez nous en Afrique, qui n'existent pas aux États-Unis, qui n'existent pas en Occident, et donc qui nous concernent au premier chef. Est-ce que le fait justement que ces maladies n'existent que dans les pays tropicaux, c'est-à-dire principalement en Afrique, ne justifie pas le fait que ces maladies soient négligées, méprisées? Négligées, oui. Si l'OMS a reconnu l'aspect négligé à ce groupe de maladies, c'est justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ces maladies. Oui. Si nous prenons ce groupe de maladies tropicales négligées, je peux compter le nombre d'équipes au monde qui travaillent sur ces maladies tropicales négligées par rapport aux autres maladies. Oui. Si vous prenez le diabète aujourd'hui, qui touche tout le monde entier, vous avez des centaines et des centaines d'équipes solides, de très grosses équipes. Si vous prenez l'hypertension artérielle, si vous prenez le cancer, il y a de très grosses équipes. Il y a de grosses firmes pharmaceutiques. Et de gros moyens. Et de gros moyens pour travailler sur ces pathologies. À côté des maladies tropicales négligées qui concernent l'Afrique, qui même en Afrique ne concernent pas tous les pays, même pas tous les, mais qui ne concernent pas surtout les zones urbaines. Oui. L'onchocercose, si je te demande ce que c'est que l'onchocercose, tu ne pourras pas me dire. Ben justement, je m'apprêtais à vous demander si ça existe encore au Cameroun, l'onchocercose et l'ulcère de Burili. Ah ben ça existe toujours. Ça alors? Ça existe toujours et nous sommes très loin de la fin. Nous sommes très loin de la fin parce qu'en fait, on avait même fixé 2020 pour l'élimination de certaines de ces maladies tropicales négligées. Mais la réalité nous rattrape et on est très loin de les éliminer parce qu'il y a eu des obstacles. Je dois vous dire, on parlait tout à l'heure des firmes pharmaceutiques et de la Covid qu'ils vont garder pour vendre leurs médicaments, mais je dois vous dire que pour ce qui concerne ces maladies tropicales négligées, l'OMS et d'autres philanthropes se sont battus auprès des firmes pharmaceutiques pour obtenir gratuitement le traitement de l'onchocercose. Aujourd'hui, si je prends seulement le cas du Cameroun, on traite à peu près 10 millions de personnes chaque année pour l'onchocercose. L'onchocercose, dont vous demandez 10 millions de personnes par an. 10 millions de personnes de Camerounais par an sont traitées pour l'onchocercose. Dans toutes les régions, les 10 régions du Cameroun sont concernées. Vous vivez à Douala, vous vivez à Yaoundé, vous n'avez pas entendu parler de ça, mais je peux vous dire que dans toutes les contrées où vous avez ces simulis qui se développent par millions, par milliards dans les cours d'eau comme la Sanaga, comme le Noun, comme le Mbam, comme les Mayo dans le nord, il y a toujours la transmission de l'onchocercose. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie pour laquelle nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de stratégies de lutte, nous avons besoin même de nouveaux médicaments.
Alors, restons toujours, professeur Joseph Camio, sur les maladies tropicales. Très rapidement, dites-nous un mot sur le mectisant qui a été utilisé ici au Cameroun et dans d'autres pays africains. Il y a eu une polémique au sujet du mectisant. C'était quoi le problème? Alors, il n'y a pas de polémique autour du mectisant. Ce que je dois dire, c'est que le mectisant, c'est le seul médicament qu'on utilise aujourd'hui en traitement de masse pour la lutte contre l'onchocercose. Oui. Dans les zones où on a l'onchocercose, une autre filière qui s'appelle la loase, il y a un ver qui passe dans l'œuf, c'est la loase. Oui. Et il est transmis par une mouche jaune qu'on appelle Osum dans le centre et le sud. Lorsqu'on a cette deuxième filière et qu'on prend le mectisant, on peut faire des effets indésirables. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir trop de filaires dans le sang, lorsqu'ils vont prendre le mectisant, ils vont avoir de céphalées. Ils vont avoir des douleurs articulaires sévères. Ils peuvent être cloués au lit pendant une semaine, voire plus, après le traitement par le mectisant. Et donc, lorsque des cas comme ça sont arrivés, on ne savait pas pourquoi. Et donc, nous avons conduit plusieurs années de recherche pour comprendre que ces effets indésirables étaient dus à cette deuxième filière qu'on appelle la loase. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons continué des travaux pour savoir comment prévenir ces effets indésirables. Et la stratégie aujourd'hui qui nous permet de prévenir ces effets secondaires et de traiter toute la population en toute sécurité, c'est la stratégie Test and Treat avec le Loascope que nous avons développé, qui permet aujourd'hui de faire le test rapide de la loase et d'administrer le mectisant en toute sécurité, sans risque d'effet indésirable. Vous êtes médecin de santé publique. Pour sortir de cette émission, parlons un peu de l'OMS qui traverse des moments difficiles de son histoire. Les États-Unis menacent de ne plus délier les cordons de la bourse. En Afrique, il y a comme une défiance envers l'OMS. C'est justifié ou alors c'est un peu injuste envers l'OMS? Je ne voudrais pas défendre l'OMS. Oui. J'ai coopéré avec l'OMS, j'ai travaillé dans les instances de l'OMS. Je peux dire un peu ce que j'ai vu dans les couloirs de l'Organisation mondiale de la santé. Je dois dire que c'est une organisation rigoureuse. Je dois dire que c'est une organisation qui a des procédures qui doivent être respectées. Les pays fonctionnent sur la Constitution. Les organisations civilisées marchent selon les lois qu'ils se sont données. Oui. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à l'OMS qui, sur la base de l'expertise des pays, se sont mis ensemble pour dire comment les choses doivent marcher, et aujourd'hui reprocher à l'OMS de défendre ce que tous on s'est mis d'accord que les choses doivent marcher. Oui. Ils sont comptables parce qu'il y a des procédures qui sont mises en place par les États. Quand on parle de l'OMS, ce n'est pas quelqu'un qui est caché dans les buissons. Il s'agit des États. Il s'agit des Américains, il s'agit des Français, il s'agit des Camerounais, des Africains en général, de tous les continents, qui sont dans toutes les instances de l'OMS et qui tombent d'accord sur la façon de procéder en cas de pandémie, en cas d'épidémie, en cas de développement de médicaments pour riposter. Donc aujourd'hui, ce que l'OMS fait, c'est respecter ce que tout le monde s'est assis et on est tombé d'accord qu'on doit procéder. Je dois dire pour l'Afrique, ce serait un peu injuste de balancer l'OMS parce que dans tous les cas, quand je vous parlais tout à l'heure de maladies tropicales négligées, toutes les initiatives pour la lutte contre ces maladies tropicales négligées ont été tenues par l'Organisation mondiale de la santé. L'onchocercose, qui est-ce que ça intéresse pour qu'on mobilise les gens autour de l'onchocercose? Les États-Unis ne savent pas ce que c'est que l'onchocercose, les Européens ne savent pas ce que c'est. Les helminthiases intestinales, en quoi ça les concerne? La filariose lymphatique, les éléphantiasis que vous avez vus, qu'on a vu plusieurs dans notre pays et qui aujourd'hui ont diminué, la filariose lymphatique, qui est-ce que ça intéresse? Ça n'existe qu'en Afrique et en Asie. Et dont l'Organisation mondiale de la santé a énormément fait pour la lutte contre ces maladies tropicales négligées. L'OMS n'est pas parfait, mais l'OMS n'est pas une industrie pharmaceutique, contrairement à ce que j'ai vu. L'OMS travaille avec tous les pays du monde. La voix de tous les pays compte à l'Organisation mondiale de la santé. Ça ne pèse pas pareil parce qu'il n'y a pas de contribution pareille de la part de tous les pays du monde, mais je dois dire
que l'OMS fait un maximum, surtout pour les endémies qui sévissent dans nos pays en Afrique, et conseille nos gouvernements pour les stratégies de lutte contre ces maladies. Et surtout, ne crée pas. Et c'est là où je dois appeler encore à la responsabilité des uns et des autres, Oui. pour dire que cette Covid-19 qui nous est tombée dessus et qui est tombée dans le monde, avec tout ce que cela comporte comme conséquence, doit réveiller l'Afrique, qui ne doit pas s'occuper de l'OMS, ce n'est pas là où il faut aller, mais d'investir sur sa propre recherche, d'investir sur ses laboratoires de recherche, d'investir sur l'industrie de la recherche. On parle de la lutte contre les maladies, mais c'est un marché. Si on parle aujourd'hui des intérêts des firmes pharmaceutiques, c'est bien parce qu'ils développent les médicaments et les vendent. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, Camerounais, de développer nos médicaments et de les vendre aussi? Qu'est-ce qui nous empêche de faire les essais cliniques? Les laboratoires existent. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la phase labo, in vitro, passer à la phase animale? Est-ce que les rats nous manquent? Est-ce que les souris nous manquent? Qu'est-ce qui nous manque pour développer nos médicaments? Est-ce que c'est les chimistes qui nous manquent? Donc, je voudrais dire à tout le monde, à tous les États africains, d'investir sur leur recherche. Ce n'est pas de la philanthropie que de faire de la recherche. C'est un marché. Le médicament aujourd'hui se vend. Il y a des médicaments qui rapportent des milliards et des milliards de francs et qui sont développés avec des méthodes que les Africains ont été formés pour et qui travaillent dans des firmes pharmaceutiques en Occident, qui travaillent dans les laboratoires des universités, dans tous les continents du monde. Et le laboratoire, c'est un espace avec des équipements que le Cameroun peut accueillir, que le Gabon, que les Africains peuvent acquérir et mettre leurs chercheurs dans ces laboratoires pour développer les médicaments qui vont nous permettre de ne pas nous occuper de l'OMS, de ne pas nous occuper des industries pharmaceutiques des autres en disant ils veulent gagner de l'argent. Mais mon Dieu, qui ne veut pas gagner de l'argent? Mais c'est ceux qui veulent gagner de l'argent travaillent pour. Ils ne bavardent pas, ils travaillent. Et tu parlais tout à l'heure du début de l'année prochaine pour la sortie des vaccins. Des vaccins, oui. Mais qui va sortir ces vaccins? Combien ça va coûter? Combien ceux qui ont travaillé vont gagner sur ces vaccins? Mais nous, où sommes-nous dans ce combat? Oui. Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'intelligence? C'est le laboratoire? Qu'est-ce qui nous manque? Oui. Il nous manque une organisation. Oui. Donc il y a urgence aujourd'hui d'investir dans la recherche et pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Les pays africains n'arrivent même pas à consacrer 0,5 du budget de leurs États à la recherche, c'est vous dire. Dernière question, professeur Joseph Camio, quelles sont les conséquences aujourd'hui, c'est la dernière question pour sortir de cette émission, quelles sont les conséquences aujourd'hui de la COVID-19 sur les autres maladies? Alors la COVID-19, et vous faites bien de le dire, va avoir beaucoup de conséquences sur les autres maladies. Aujourd'hui, l'attention de tous les ministères de la Santé, c'est sur la COVID-19. Je peux vous dire, les programmes sur lesquels je travaille, les programmes de traitement sur le terrain, les programmes même de recherche qu'il y avait sur le terrain, tous ont été arrêtés. Tous les programmes pratiquement sont arrêtés, en tout cas ne tournent pas comme cela devrait être le cas, à cause de cette pandémie. Donc nous aurons des maladies pour lesquelles beaucoup d'efforts avaient été faits et qui aujourd'hui vont revenir parce qu'on a arrêté et la transmission va revenir. Ne soyez pas surpris que cette année, que nous ayons plus de décès du paludisme que nous n'avons eu l'année dernière, parce que tous nous sommes focalisés sur cette maladie. Et ne parlons pas de la recherche. Aujourd'hui, tous les chercheurs se bougent vers la COVID-19, alors que les autres maladies doivent encore bénéficier de l'attention si nous voulons arriver à éliminer ces autres maladies. Donc, il y a énormément de conséquences pour les autres maladies par rapport à cette COVID-19. Et c'est pour cela que nous insistons encore une fois auprès de toutes les populations, auprès de tous ceux qui peuvent décider de l'imposition de ces mesures barrières pour que tout le monde puisse mettre le masque, pour que tout le monde puisse se laver régulièrement les mains.
toutes les mesures barrières, si nous les appliquons, nous pouvons sortir de cette Covid-19 et pouvoir continuer à vivre et en luttant contre toutes les autres pandémies qui continuent à décimer nos populations. On en reste là. Professeur Joseph Kamnio, merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet entretien sur Naya TV. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne à travers les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.